Hey tout le monde! Lino Ventura n'a vraiment pas des débuts très conventionnels parmi les acteurs devenus des poids lourds du cinéma. Souvent c'était leur rêve depuis leur jeunesse, ils passaient leur temps dans les salles obscures à l'adolescence, ils sortaient du conservatoire. Pour Lino, ça n'a rien à voir. D'abord catcheur lui-même, puis organisateur de combats, sa carrière au cinéma démarre en 1953 quand Jacques Becker, qui recherche un type costaud de type italien, lui propose d'incarner le chef de bande Angelo dans Touchez pas au Grisby. Mais Lino n'a pas envie, qu'il puisse jouer avec Jean Gabin lui semble fou, et il espère dissuader la prod en demandant un cachet d'1 million de francs. Pour information, le SMIC de l'époque, encore appelé SMIG, c'était moins de 20 000 francs par mois, donc plus de 4 ans de SMIG pour une semaine de tournage. Pour un inconnu, c'est énorme, il est persuadé que ce sera refusé, et c'est fait pour. Ce serait un salaire presque égal à celui de Gabin. Et pourtant, c'est accepté. Le producteur du film n'est pas chaud, on le comprend, mais Jean Becker parvient à imposer Ventura, qui part tourner le film en pensant que ça va capoter quelque part. Mais non seulement ça ne capote pas, mais en plus, on lui dit qu'il est doué, et ça se confirme à la sortie du film. Après quelques rôles secondaires, il connaît son premier succès en tant que premier rôle en 1958 avec un agent des services spéciaux au tempérament explosif qui doit démanteler un réseau d'espionnage. Le rôle est fait pour lui, son physique est vraiment idéal. Pourtant, l'humilité des grands artistes, l'humilité d'ailleurs c'était ce qui caractérisait Lino Ventura quand on l'écoutait en interview, il était impressionné car il portait un film là où les rôles secondaires revenaient à des professionnels dont certains étaient issus de la comédie française. C'est une gêne dont il aura du mal à se défaire. Avec 2 800 000 entrées, Le Gorille est un succès, et ça y est, Ventura est une vedette. Mais il ne souhaite pas s'enfermer dans un type de rôle, et alors qu'on lui propose la suite du Gorille, il refuse et Navarro reprendra le rôle dans 2 suites. Et on pourrait ajouter les 2 volets du Tigre, où ce même Roger Hanin jouera un peu le même genre de personnage sous la direction de Claude Chabrol, mais ayant vu personnellement 56 des 57 films de Chabrol, je peux vous dire que ce n'est pas ce qu'il a fait de mieux. Je veux dire, rien qu'au titre, le tigre se parfume à la dynamite, tu sens déjà le film subtil, hein, mais on me fait signe à la régie que je digresse. Donc, Lino Ventura refuse de tourner la suite du Gorille pour se consacrer à d'autres projets et ne pas être étiqueté juste gros bras. C'est à cette même époque qu'après des années à réaliser des courts-métrages, Édouard Molinaro s'attaque au long-métrage. Molinaro, c'est difficile de nier qu'auprès du grand public, il est aujourd'hui plus connu pour ses comédies. Oscar, Hibernatus, L'Emmerdeur, des films qui ont tous atteint le top 5 du box-office de leur année de sortie. Plus d'autres succès très convenables dans le domaine. Ces comédies sont généralement celles qui sont plus restées dans l'inconscient collectif. Mais s'il n'a jamais vraiment cessé de réaliser des films plus sérieux et dramatiques jusqu'à la fin de sa carrière, il a vraiment débuté en dirigeant carrément des films noirs, 3 consécutivement. Le premier étant Le Dos au mur, en 1958, puis Des femmes disparaissent et Un témoin dans la ville, qui sortent presque simultanément. Dès ses débuts, Molinaro réussissant à réunir un beau parterre de vedettes de l'époque. Gérard Rouy et Jeanne Moreau pour son premier, Robert Hossein pour le deuxième, il a même failli avoir Michel Morgan dès le premier, mais elle a préféré ne pas y participer parce qu'elle aurait dû jouer avec Gérard Rouy donc, avec lequel elle était déjà en couple en secret à l'époque alors qu'elle était mariée. C'était l'instant voici. Mais si Le Dos au mur et Les femmes disparaissent sont bons, et réalisent des scores d'entrée convenables, dépassant de peu le million de spectateurs, ils ne sont pas aussi réussis que le troisième essai du cinéaste donc. Un témoin dans la ville, coprode franco-italienne, tourné de janvier à mars 1959, sans doute le plus sombre et le plus stylisé des 3. Mais, surtout en France, où la théorie de la politique des auteurs est passée par là, si on se focalise beaucoup sur le réalisateur, il ne faut pas oublier qu'une foule de gens talentueux a travaillé sur ce film. Alain Poiret l'a coécrit, avec notamment Gérard Rouy, et le coproduit. Mais il est aussi écrit par le tandem Boileau-Narcejac, un duo d'écrivains, Pierre-Louis Boileau et Thomas Narcejac, qui ont signé en Boileau-Narcejac de nombreux romans et scénarios. Romans fréquemment adaptés au cinéma, j'allais dire pour le meilleur et pour le pire, mais surtout pour le meilleur en fait. Et même internationalement ils brillent. Hitchcock s'est inspiré d'un de leurs livres pour Sueur froide. Je précise concernant Un témoin dans la ville qu'il y aura quelques spoilers. Pas jusqu'au bout, mais pas mal tout de même. Difficile d'y échapper car le film frappe d'entrée. On ouvre, bam. Au bout de 10 secondes, scène de meurtre horrible où un industriel, Pierre Verdier, tue sa maîtresse, Jeanne, en la balançant d'un train. Après un bref générique soutenu par une belle musique dont on reparlera, une ordonnance de non-lieu est rendue, au bénéfice du doute, Verdier est libre malgré les doutes non dissimulés du juge. Donc en 4 minutes, on a séquence choc, suivie par la mise en liberté d'un type que le spectateur sait coupable. La presse est là, transition d'un couloir à la voiture au détour d'un flash, le rythme se posera bientôt, mais en très peu de temps, le film a déjà montré qu'il était intelligemment rythmé et monté. Même si oui, d'accord, dû à l'époque, oh là là, oui, je suis vraiment en train de conduire sur une route la nuit, et non pas avec un fond projeté. Le rythme maintenant peut se poser pour coller à l'ambiance de la scène suivante. De nuit, une silhouette s'introduit au domicile de Verdier. Quand ce dernier entre, la silhouette, en nain, s'y confronte. Il était le mari de Jeanne que Verdier a tué.
S'ensuit une longue conversation où on se rend compte que les dialogues aussi sont aux petits oignons, et on se rend compte aussi qu'il a bien préparé son meurtre. Ancelin va tuer Verdier pour venger Jeanne. Au secours ! Et fait passer le tout pour un suicide. Ce qu'il n'avait pas prévu, cela dit, est que Verdier avait appelé un taxi, joué par Franco Fabrizi, un comédien italien, on n'oublie pas que c'est une coprode. Ancelin en sortant donc tombe nez à nez avec le chauffeur, un dénommé Lambert. Lambert? Ouais. Qui c'est ce Lambert? Il part, mais il sait que lors de l'enquête, il risque d'être reconnu, et s'il veut s'en sortir, il va donc devoir se débarrasser d'un innocent. Ancelin relève le numéro du taxi. Oui, d'aussi loin et de nuit, je ne vois pas comment il a pu relever le numéro. Mais donc, il relève le numéro du taxi dans le but de se débarrasser de lui, mais inutilement. Inutilement car, apprenant des journaux la mort de Verdier et qu'il a peut-être bien vu son assassin, Lambert préfère ne pas s'en mêler, malgré le fait que sa petite amie tente de l'en convaincre. Petite amie jouée par Sandra Milo, là encore une comédienne italienne qui a eu son heure de gloire dans les années 50 et 60. Elle sera d'ailleurs la voix de la raison dans ce film. D'ailleurs, puisqu'on parle de voix et d'italien, Franco Fabrizi notamment est clairement redoublé. D'abord, ils vont me laisser mariner 1 heure dans le fond d'un couloir. C'est comme si c'était fait. Et après le coup classique, ils se jettent sur vous à coups de questions. Je ne connais pas sa vraie voix, pour être franc, mais c'est évident. Enfin évident, selon moi c'est visible, mais pas au point d'en devenir distrayant et donc problématique. Le film joue donc fréquemment sur le fait que les personnages ignorent des choses cruciales, que le spectateur, lui, sait. Il joue aussi intelligemment avec le fait qu'on a de la sympathie pour Ancelin, malgré ses actes. Difficile de fondamentalement détester le personnage malgré cela, lui qui a d'abord été trompé par sa femme, puis l'a perdu de manière brutale, puis a vu le meurtrier s'en tirer à bon compte. Jusqu'au bout, difficile de ne pas souhaiter qu'il s'en tire malgré ce qu'il projette de faire au pauvre Lambert, qui lui n'est pour rien dans l'histoire. Pour Lino Ventura, c'est un rôle à contre-emploi comparé à pas mal de ses précédents films où il jouait le mal alpha sûr de lui. Ici, il campe un homme qui doute, qui a des dilemmes moraux, des faiblesses. Il est pris dans un cercle vicieux et se trouve de plus en plus acculé. C'est une chose qui avait d'ailleurs attiré Lino Ventura pour ce rôle. Une autre chose remarquable dans ce film, c'est son atmosphère. Bon alors, déjà, bien sûr, on a... comment dire... L'argot des années 50 que peu personne ne parle. Comme cave? Voilà, t'as pigé le topo. À quelques reprises, j'ai souri devant des petits échanges de ce genre. L'heure de la fortifiante phosphatine que ramène l'aube aux doigts de rose. T'as des lettres? Non, j'ai des films. C'était dans Miquette et sa mère. Bon, bah, c'est débloqué, hein, moi je rentre. Avec ta jactance, tu défroquerais un moine trappiste et tu convertirais une grenouille de bénitier au bouddhisme. Mais plus sérieusement, on a l'ambiance du Paris nocturne de l'époque, ses fêtes, les taxis qui tournent à plein régime, le jazz, les bistrots et... un certain commerce, le tout sublimé par le directeur photo Henri Descailles, qui avait déjà fait ses preuves dans ce domaine puisque l'année précédente, il était au même poste dans Ascenseur pour l'échafaud. Même si à l'époque c'était encore beaucoup une question de coût et moins de choix artistique, le fait de tourner en noir et blanc apporte d'ailleurs un cachet qu'on n'aurait probablement pas eu en couleur. On retrouve ici tout ce charme un peu passé, atmosphère jazzy, et à ce propos, 2 des 3 musiciens ayant fait la bande originale de ce film, Barney Whelan et Kenny Clarke, ont eux aussi participé à celle d'Ascenseur pour l'échafaud. Ah ouais, ça tombe bien. Donc, on jouait avec Miles Davis. Ici, la musique est donc du saxophoniste français Barney Whelan, aidé de Kenny Dorham et Kenny Clarke, 2 américains trompettistes et batteurs. Bon, je ne vais pas faire comme si je m'y connaissais en jazz, ce n'est pas le cas. Mais, quand on regarde leur carrière, on voit qu'on n'a pas affaire à n'importe qui dans le domaine. Et en tout cas, pour le film, il lui insuffle une vie et un cachet incomparables avec ce qu'on fait aujourd'hui. Bon, bien entendu, la réalisation d'Edouard Molinaro est déjà très au point. Tout ça, là, ces séquences dans le métro bondé, ça a l'air de rien aujourd'hui, je sais. Mais vu les engins qu'on se farcissait à l'époque question caméra, c'est pas si mal. La réalisation couplée au jeu de Ventura sait provoquer des moments forts sans qu'un mot n'ait besoin d'être dit. À la rigueur, justement, c'est de là que pourra venir le seul petit point faible du film, lorsqu'Ancelin se met à filer Lambert le chauffeur, ça traîne un chouïa parfois, mais je pilaille un peu. Ces moments gardent un certain suspense et sont rehaussés par la présence de comédiens brillants, comme par exemple Daniel Segaldi ou Robert Dalban. Robert Dalban, si quelqu'un vous dit qu'il ne l'a jamais vu nulle part, c'est que dans sa vie, il a dû voir 12 films français, dont aucun d'avant les années 80. Puisqu'avec Noël Roquevert pour la génération précédente, Raymond Bussière pour sa génération et Dominique Zardi pour la suivante, c'est un des seconds rôles les plus productifs de l'histoire du cinéma français. Dans le cinéma français des années 50 à 80, Robert Dalban c'est l'agent Smith quoi, et c'est souvent un plaisir de le voir. Mais s'il y a bien une chose que j'ai particulièrement aimée dans ce film, c'est son dernier acte. Car je vous passe les détails, mais Ancelin est poursuivi, entre autres par les autorités. D'ailleurs le film, fièrement présenté comme étant fait avec la coopération des 400 radiotaxis de Paris, les met vraiment en lumière à ce moment, actif dans la traque. Le film entre dans une sorte de frénésie, Ancelin est dans une situation de plus en plus critique. Il semble s'en sortir, mais non, il y aura toujours quelque chose qui fera qu'il n'aura pas un instant de répit. Sa situation est de plus en plus inextricable, mais il s'en sort de justesse, temporairement seulement, car ça continue, jusqu'à... Eh ben vous verrez, car faut le voir ce film.
Un témoin dans la ville... non. Sorti le même jour en France et en Italie, le 6 mai 1959, il réalise chez nous plus d'1 400 000 entrées. Si on voit le verre à moitié vide, ce n'est que le 71e score de l'année. Mais, sans être énorme, ça restait un score convenable à une époque où la télévision était encore très peu implantée et n'avait pas fait baisser les chiffres des cinémas. Il faudra seulement quelques années pour que ce ne soit pas la même limonade. Donc, score plutôt correct, c'était d'ailleurs le plus gros succès de Molinaro à l'époque, qui bientôt pulvérisera ses propres scores, mais c'est une autre histoire. Il poursuivra encore un peu dans le policier avec La mort de Belle, en 61, un film peut-être un poil moins original, j'ai l'impression d'avoir vu son histoire plus souvent, mais qui reste très recommandable. Après, il est plus difficile à trouver aussi, mais si vous parvenez à mettre la main dessus, allez-y sans hésiter. Quoi qu'il en soit, Un témoin dans la ville, c'est un film pour lequel une foule de gens talentueux se sont réunis pour nous donner parmi ce qui se fait de mieux dans le genre film noir français. Réalisation, comédien, écriture, musique, rythme, atmosphère, rebondissement, tout est là. L'instantané d'une époque, mais qui malgré une bonne réputation et un succès correct, donc c'est cool, n'a quand même pas acquis ses galons de classique, donc c'est un peu moins cool, parce que je pense qu'il le mériterait.